Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Alpha, la web TV, dans le cadre de votre émission Tête à Tête. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions d'actualité, notamment avec les travaux de la Constituante qui sont déroulés du 10 au 22 septembre dernier. Et pour pouvoir justement décrypter cette actualité, nous recevons un invité pas de moindre. Il s'agit du 4e vice-président de l'Assemblée nationale en la personne de Geoffroy Fumbula. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, honorable? Bon, ça va. Plus en tant que député que 4e vice-président. D'accord. Donc, le député Fumbula. Alors, avec vous, nous allons discuter justement de l'actualité, notamment relative aux travaux de la Constitution qui sont déroulés au sein de la Maison du Peuple du 10 au 22 septembre dernier. Du 12 au 22 septembre dernier. Alors, tout de suite d'entrée de jeu, comment se sont déroulés justement les travaux? Bon, moi, en tant que membre de la Constituante et non membre du bureau, membre donc de la Constituante, les travaux se sont très bien déroulés, dans le sens où ces travaux étaient encadrés par un règlement que nous avons tous adopté, lequel règlement définissait le format de nos travaux, la façon d'adopter les positions issues de la Constituante, le comportement également à avoir, parce qu'il n'était pas question qu'à cause des avis divergents, on puisse transformer la Constituante en un terrain de ring ou une foire aux insultes et autres. Donc, en gros, les travaux se sont très bien déroulés dans le respect mutuel et dans le strict respect, on va dire, de la démocratie, d'autant plus que les décisions ont été prises à la majorité de voix. C'est ça également l'esprit démocratique. Nous qui étions en minorité, il faut qu'on accepte effectivement que la majorité a su s'imposer sur certaines décisions. Alors, on note 801 amendements et 8 députés qui ont voté contre, selon justement des sources provenues de plusieurs médias. Alors, est-ce que finalement, on va dire que cette position de cette minorité-là n'a pas plus ou moins un peu frustré d'aucuns qui étaient dans cette position? Bon, mais déjà, c'est commencer à comprendre quel était notre travail au niveau de la Constituante. La Constituante n'a pas pour mission d'amender l'avant-projet de Constitution. Ce que les téléspectateurs de Alpha TV doivent comprendre, c'est que dans les étapes liées à l'adoption de la Constitution du Gabon, ces étapes peuvent être scindées de la façon suivante. La première étape, c'était de recueillir les avis et les propositions des compatriotes gabonais sur le format qu'ils voulaient de leur constitution. Et cela a été fait lors du dialogue national, qui a fait l'objet d'un rapport contenant un peu plus de 2400 conclusions. Ce rapport a été transmis à un comité constitutionnel qui a été mis en place, de façon à ce que ce comité constitutionnel puisse extraire du rapport du dialogue les recommandations allant dans le sens des éléments de la Constitution. Ce comité constitutionnel a travaillé et à l'issue de leur travail, ils ont rédigé un avant-projet de constitution. Ils ont transmis cet avant-projet de constitution au président de la transition, qui à son tour, par décret 358, si mes souvenirs sont bons, a mis en place une constituante composée des parlementaires des deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, avec pour mission d'examiner l'avant-projet qu'il a reçu du comité constitutionnel. Pas pour faire des amendements sur l'avant-projet, mais pour émettre des avis dits motivés sur chacun des articles, du moins sur les articles que les constituants trouvaient les plus pertinents. Donc notre travail s'est limité à ce niveau. C'est d'examiner les textes et puis d'émettre des avis motivés. Ces avis motivés, effectivement, l'ont été à la faveur des propositions d'amendement. On a eu 78 membres de la Constituante qui ont formulé 801 amendements. Mais attention, les amendements dont il est question ne portaient pas sur les 194 articles soumis à notre appréciation, mais il était plus sur les articles qui retenaient l'attention, notamment de ceux, par exemple, ayant voté contre. Nous, ce qui retenait notre attention sont des articles tels que ceux qui portaient sur la séparation
des pouvoirs, l'indépendance des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les autres amendements ont été des amendements mineurs sur d'autres aspects, s'il fallait compléter sur tel ou tel aspect, ainsi de suite. Mais il faut dire que c'est peut-être sur les 194, 10 ou 15 articles qui ont cristallisé l'attention parce que, effectivement... Lesquels, par exemple, est-ce que le... Non, ce que je disais, c'était les articles attrait à la gouvernance politique, au régime politique. Tout ce qui était politique demeure les articles qui ont retenu le plus d'attention. Il faut dire que les autres articles ont fait l'objet d'un plébiscite, d'autant plus qu'ils n'ont pas suscité suffisamment de réactions. Parce que ces articles avaient un caractère innovant, apprécié par tout le monde. Au nombre des articles qu'on a, par exemple, dans la Constitution aujourd'hui, la consécration du rôle des traditionnels, la société civile, l'interdiction des ventes de terrain aux expatriés, les textes sur les droits de l'homme, la consécration des activités culturelles dans notre Constitution, des aspects liés au numérique, à l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc, il y a eu beaucoup d'autres éléments non politiques qui ont été une valeur ajoutée à cette Constitution. Mais la seule tâche a été justement les aspects liés au régime politique. C'est-à-dire si on enlève le régime politique, les aspects liés au régime politique à l'intérieur, qui portent sur une vingtaine, une trentaine d'articles de façon générale, la Constitution, en gros, en soi, elle n'est pas du tout mauvaise. Mais la tâche, c'est au niveau du régime politique. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Et ça veut dire, si lors du prochain référendum, on va dire d'abord après que cet avant-projet est adopté par, on va dire, le gouvernement, le CETIRI, au Conseil des ministres, et c'est-à-dire que finalement, le futur président de la République gabonaise sera hyper, on va dire, puissant, c'est-à-dire avec tous les pouvoirs et qu'il n'y aurait pas de séparation véritablement. Bon, mais déjà, il faut qu'on parte du principe selon lequel, mais de 90, je vais me dire des années 60 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais connu une séparation des pouvoirs. Sinon, qu'on me dise à quel moment il y a eu au niveau du Gabon une séparation des pouvoirs. C'est pour cela que nous, on formulait beaucoup d'espoir sur cette constitution pour acter une véritable séparation des pouvoirs. Parce que si vous prenez la constitution de 91, en réalité, il n'y a pas de séparation de pouvoirs. La dissolution du Parlement. Et sur papier, quand même, il y a une sorte de séparation. Non, mais c'est pareil, comme malgré tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que ce vers quoi on est en train de tendre, si on lit par exemple le projet qui a circulé sur les réseaux, mais c'est pas tant loin de ce qui a toujours existé. Parce que dans ce qui a toujours existé, le président a toujours été le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc même si on ramène ça dans la nouvelle constitution, ça ne change pas. Dans les anciennes constitutions, le président a toujours eu le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc même si on ramène ça dans la nouvelle constitution, ça ne change pas. Or nous, c'est ce que nous voulons voir changer. Parce que le fait de dire que on a une concentration de pouvoir, il y a eu un recul démocratique, c'est comme si en fait les constitutions précédentes consacraient déjà la séparation des pouvoirs. Elles n'ont jamais consacré la séparation des pouvoirs. Sur papier, on a le sentiment que les pouvoirs sont séparés. On peut dire qu'il y a la séparation des pouvoirs, mais il n'y a pas une indépendance des pouvoirs. C'est deux choses. Parce que sur papier, on va dire pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, soi-disant c'est géré différemment, mais dans la pratique, c'est pas le cas tant que si le président de la République demeure le président du Conseil supérieur de la magistrature, en vérité, il n'y a pas une véritable séparation, ou sinon il n'y a pas une véritable indépendance des pouvoirs. Si le président de l'exécutif a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale,
comme ça l'a toujours été, il a toujours eu ce pouvoir-là, on n'est pas dans un volet de séparation de pouvoir. C'est important de restituer les choses dans leur contexte. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on n'a pas avancé, mais par contre, on a stagné, parce qu'on a ramené, en fait, on a maintenu, en gros, on va maintenir, si on continue dans cette voie, en gros, le même régime, donc il n'y aura pas une valeur ajoutée. On n'a pas redressé, hein. C'est la même chose. Tout à fait. Le président a toujours été président du Conseil supérieur, le président a toujours eu le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Mais il y a quand même bon espoir que les avis des parlementaires soient pris en compte lors de, on va dire, des travaux du gouvernement. Oui, mais ça, c'est si les avis des parlementaires allaient dans le sens de la séparation. Si les avis des parlementaires partent dans le sens de la concentration, on ne peut compter maintenant que sur le CETRI et le gouvernement qui vont examiner en dernier ressort l'avant-projet pour qu'ils puissent acter la séparation des pouvoirs. Il faut dire également qu'il y a un article qui suscite beaucoup de réactions. C'est celui, l'article 53, sur les critères d'éligibilité. Parce qu'on entend tout dessus. Moi, je suis de ceux qui, quoi qu'ayant voté contre, mais je n'ai pas voté contre, à cause des critères d'éligibilité. Moi, il ne me gêne pas du tout. Je suis un fervent défenseur de ces critères d'éligibilité, même si je suis un partisan d'un mandat de 5 ans et non de 7 ans. Que beaucoup trouvent quand même discriminatoire. Hein, non, mais beaucoup, c'est qui les beaucoup? Mais on va dire certains acteurs politiques. On a le cas de personnes comme le président du PSD et d'autres acteurs politiques aussi, qui estiment qu'en fonction justement de leur âge, ils ont beaucoup apporté à la nation gabonaise. Maintenant, il faut aussi que ces acteurs politiques aient l'honnêteté de restituer les choses dans leur contexte. Ces acteurs politiques qui se plaignent à la limite d'âge, mais ce sont les mêmes qui ont validé la même limite d'âge en 91. 70 ans, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la Constitution de 91. 91. Ils ont même été plus durs dans la Constitution de 91. Il fallait avoir 40 ans minimum. Là, nous sommes à 35 ans. C'est-à-dire, quand eux, ils étaient encore jeunes, ignorant qu'un jour, ils devaient être frappés par la limite d'âge de 70 ans, ça ne leur gênait pas. On n'a pas entendu pendant tout ce temps ces acteurs dont vous parlez se plaindre de la limite d'âge. Ils se plaignent aujourd'hui parce qu'ils sont maintenant frappés par les 70 ans qu'ils ont eux-mêmes validés en 91 parce qu'il fallait exclure certains papas à l'époque. Ça n'a quasiment presque pas changé. Mais ça n'a jamais. Mais ce sont les mêmes. Ce sont eux, comme je l'ai dit, qui par l'effet de la manipulation veulent faire croire que 70 ans est une limite imposée par les organes de la transition. Ça n'a jamais changé. En 91, il fallait avoir minimum 40 ans pour être candidat, avoir maximum 70 ans. Ils étaient au pouvoir. Mais à quel moment eux aussi vont se reposer? Donc, en plus de 30 ans, 50 ans de carrière politique, ils n'ont pas trouvé un dauphin. On doit toujours voir leur visage. Notre pays est le seul pays, je peux me permettre de le dire, où vous allez avoir ceux qui étaient candidats les années 90, toujours être candidats, vouloir être candidats, même jusqu'en 2050. En fait, à un moment donné, on estime qu'on a magasiné une expérience, mais on doit quand même former aussi des enfants à qui on transmet ça. Donc, dans leur parti politique, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut occuper, être candidat à une élection. Il n'y a que les mêmes visages. Ça, c'est pour ceux qui se plaignent à la limite d'âge de 70 ans. Vous n'allez pas vous les entendre se plaindre du fait qu'on est limité à 35 ans. Ça ne leur gêne pas. Et pourtant, le plus jeune président du Gabon avait 32 ans. Omar Bongo. Omar Bongo. Ils vont vous dire non, eux, ils sont encore jeunes, à 30 ans, il faut qu'ils gagnent en expérience, ainsi de suite. Omar Bongo, 32 ans président, mais bien avant ça, il occupait déjà des hautes fonctions. Directeur de cabinet dans la trentaine, il a 29 ans et autres. Et ça, on ne défend, c'est-à-dire ça ne leur gêne pas que les jeunes, parce que la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans, au sens de la Charte africaine des droits de l'homme. Donc ça ne leur gêne pas que jusqu'à 35 ans, la jeunesse qui constitue plus de 50% de la population gabonaise soit exclue des critères pour être candidat à une élection présidentielle. Ça ne leur gêne pas. Mais ce qui leur gêne, c'est que eux, avec leurs 70 ans, ils en soient exclus. La deuxième catégorie, vous allez voir qu'ils vont remettre en cause les critères d'éligibilité, ce sont ceux qui surfent sur la binationalité. Mais il faut qu'on arrête.
sur l'article 53, il y a plusieurs critères d'éligibilité. Moi, ce que je refuse, c'est qu'on fasse de cet article 53 un procès de binationalité. Comme si l'article 53 n'évoquait que la question de la binationalité. Non. On a dit à l'intérieur, il faut être de père et de mère gabonais. Eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Mais dans aucun pays au monde, la fonction présidentielle n'est pas suffisamment encadrée. Chaque pays choisit ses critères pour encadrer la fonction présidentielle, sans pour autant que ça ne renvoie à une exclusion. Parce qu'en réalité, dans tous les pays du monde, quand il s'agit de la fonction présidentielle, il y a toujours une discrimination quelque part. Si on prend nos critères de l'article 53, ceux qui sont jeunes vont dire qu'ils sont marginalisés à une discrimination parce que l'âge pour être candidat, c'est 35 ans. Ceux qui sont vieux vont dire on est discriminé parce que l'âge maximum, c'est 70 ans. Ceux qui sont binationaux vont dire que nous, également, il y a une discrimination parce que du fait d'être binational nous empêche d'être candidats. Ceux qui n'ont pas résidé sur le territoire pendant 2 ans vont aussi créer à la discrimination. Donc, dans les critères, il y a toujours un caractère discriminatoire pour une catégorie de la population. Mais le plus important pour nous, c'est que celui qui soit choisi soit gabonais et réponde aux critères qui s'imposent à tout le monde. Et pourquoi est-ce que ça gêne? C'est la question que je me pose. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire passer ça sous le coup uniquement de la binationalité, alors qu'il y a des jeunes qui sont exclus, alors que. Non, il faut qu'on arrête avec ce procès. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la sortie de plusieurs acteurs, nous l'avons dit. Il faut également dire qu'un acteur majeur, pas de moindre, notamment l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binze, qui après la sortie de son livre Mahou Mahou, et a d'ailleurs fait une sortie pour lancer la plateforme Ensemble pour le Gabon, et qui critique vertement ce projet, cet avant-projet de constitution, et qui justement se porte garant à emmener les populations gabonaises à voter le non, parce que c'est son premier cheval de bataille. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Bon, mais écoutez, c'est Billy-Binze, hein. Je ne connais pas des hommes politiques qui maîtrisent aussi bien l'art de la communication que Billy-Binze. C'était un fin politicien, c'est-à-dire s'il y avait une agrégation en manipulation des émotions, je suis sûr et certain qu'il serait professeur titulaire. C'est son travail. Il n'a fait que ça. Nous sommes dans une situation où vous avez quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été porte-parole d'Ali Bongo en 2009, lors de la campagne, la présidentielle 2009, qui a défendu cette présidentielle-là, qui l'a été encore en 2016, lorsque le même système Bongo PDG tuait des milliers, pas des milliers, mais tuait des Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Il est passé sur les chaînes pour pouvoir défendre cela, qui en 2023 s'apprêtait à jouer le même rôle qu'il a joué en 2016. Parce que s'il n'y avait pas eu le coup d'État en 2023, Alain-Claude Billy-Binze ne tiendrait pas ce discours. Il serait encore sur les plateaux en train de dire oui, on a demandé aux Gabonais de rester tranquilles, ils ont été manipulés, l'armée a joué son rôle, ils n'ont fait que se défendre, comme ils l'ont fait en 2016 en disant que au QG de Jean-Ping, les gens rentraient parce qu'il y avait des armes, ça devenait un repère pour les voyous, pour les gens qui venaient. En tout cas, il ne manque pas d'arguments. C'est Alain-Claude Billy-Binze. C'est-à-dire, un Alain-Claude Billy-Binze qui ne fait pas ça, moi je commence à m'inquiéter. Je dis ça, c'est pas Alain-Claude Billy-Binze. Mais c'est tout à fait normal, ça fait quand même partie aujourd'hui dans le domaine politique du jeu.
Oui, mais c'est son travail. Il se trouve dans l'autre camp, donc il se doit de défendre une certaine position. Non, mais je ne le lui reproche pas. Je dis il est dans son rôle. Parce qu'il n'a su faire que ça. Il est au RNB, RPG, RDP, PDG. C'est quelqu'un qui a toujours su tirer son épingle du jeu pour pouvoir maintenir une certaine posture. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que ceux qui sont censés être des opposants traditionnels ne jouent pas leur rôle. La nature est horreur du vide. Mais Billy Binze surfe sur ça pour se positionner comme étant l'indépendant, l'opposant. Mais parce qu'il connaît la sociologie du Gabonais. Le citoyen gabonais a une affection, il a une passion pour son bourreau. Ça, c'est vous qui le dites. Non, ça, c'est moi qui le dis, je vous le démontre. Il a une passion pour son bourreau. Voyez-vous, depuis 2009, avec le départ des opposants historiques comme Babessol, citez-moi le candidat qui a autant porté les aspirations du peuple gabonais depuis 2009 qu'une personne ayant appartenu au système Bongo PDG. 2009, on avait André Baobab, qui, 2 mois avant d'être candidat, était encore ministre de l'Intérieur. C'était l'une des personnes qui était la plus détestée par les populations gabonaises. On voit le nom d'André Baobab partout. Le pauvre monsieur était traité de tout quand il appartenait au système. Mais dès qu'il a quitté le système, 2 mois après, il est devenu le Moïse de la population gabonaise. À côté de ça, en 2016, quand on arrive, on a Jean Ping, qui, une année avant de faire le tour du Gabon, était encore à l'Union africaine défendant bec et ongle le système Bongo PDG. Mais une année après, quand il a été sorti du système, il est devenu celui qui porte les aspirations du peuple gabonais. En 2023, s'il y avait eu un cadre du PDG qui avait quitté le PDG pour se positionner candidat, la majeure partie des compatriotes auraient dit « soutenons le cadre du PDG, ne soutenons pas des gens comme Ondosa ». Pourquoi? Parce que dans notre sociologie, on a admis que pour être un véritable opposant, il faut avoir appartenu au système et il faut avoir de l'argent. Il faut dire toujours restituer le cas de 2009. 2016, en fait, oui. Parce que bien avant, c'est comme je disais, avant, on soutenait les gens qui étaient porteurs des valeurs. Mais parce qu'en ce temps aussi, on n'avait pas encore les réseaux sociaux qui étaient aussi répandus. On se cultivait, nous. C'était à travers une information qui était objective. Pour montrer ton soutien, tu ne te cachais pas derrière un faux profil. Il fallait que tu te déplaces pour aller au QG, écouter le discours d'un Mamboundou, écouter le discours d'un Mba Bessol. Or, aujourd'hui, avec la digitalisation, ça fait quoi? Ça fait que le maximum étant connecté, facilement, à travers une sortie, ça peut changer l'opinion des uns et des autres. Ce qui fait que on tend progressivement à perdre des véritables citoyens pour avoir des personnes qui sont essentiellement émotives. Et les acteurs politiques l'ont compris. Ils surfent sur ça. C'est pour cela que depuis 2009, vous allez voir, il n'y a que ceux ayant appartenu au système qui tirent, soi-disant, les aspirations du peuple gabonais contre le régime en place. Et c'est le rôle que joue Billy Binze. Sinon, comment comprendre? Vous allez lire que quand on vous parle des personnes comme Bengonossi, Mwang Bading, des personnes comme Moutin Zamba, ce sont des noms qui sont connus et qui sont chuchotés, on peut le dire, par les Gabonais quand ils les voient. Oh oui, ce sont des vrais hommes. Mais la même population n'est pas capable de faire de ces personnes, ne fût-ce que des députés ou des maires. Mais préfère laisser des personnes qui affectent leur quotidien devenir des députés et des maires. On doit se poser des questions sur notre sociologie. C'est pour ça que je disais qu'apparemment, nous, au niveau de notre population, semble affectionner nos bourreaux. Ceux qui nous ont causé du tort hier, une fois qu'ils perdent un privilège et se retrouvent face au système qui dirige, nous, on préfère courir vers eux. Et on dit, voilà nos sauveurs, sans pour autant que ces derniers même ne nous rendent des comptes. C'est le cas de Billy Binze. Billy Binze, c'est vrai, il peut émettre des avis sur la gestion du CETRI.
Mais ce n'est pas des informations qui nous apportent, pas à ma personne. Dire que le CETRI est composé majoritairement des PDGistes. Et moi, je l'ai dit, 2 à 3 semaines après ma nomination, c'était ma toute première conférence de presse. Et j'attirais déjà l'attention des autorités de la transition. Les images sont encore là. Où j'avais fustigé le fait que le Parlement se retrouvait majoritairement composé par ceux du système déchu. Le gouvernement majoritairement composé à l'époque par ceux du système déchu. Donc ce ne sont pas des informations qui nous apportent. Par contre, si Billy Binze veut nous apporter des informations, qu'il nous dise déjà si en 2009, en 2016, c'est Ali Bongo qui soutenait, qui avait gagné. Qu'il nous dise ce qui s'est réellement passé en 2016. Qu'il nous explique, lui, en tant que membre du cercle restreint, parce que ce n'est pas tout le monde qui, en 2009, est porte-parole d'Ali Bongo, ministre de la communication d'Ali Bongo, premier ministre d'Ali Bongo. Quand on arrive à rester aussi proche du décideur, c'est qu'on appartient au cercle restreint de décision. On a besoin de savoir où sont allés les 7 000 milliards de dettes aujourd'hui que le CETRI est obligé de rembourser. Ce sont ces informations-là qu'on attend de Billy Binze. Pas qu'il vient nous dire, oui, mais le CETRI, ceci, le CETRI, c'est là, c'est son droit. Et il avait quand même donné quelques informations. La preuve, lorsqu'il parle quand même de constituer, sinon de mettre en place une vérité... commission vérité et conciliation, c'est une façon pour lui de dire déjà qu'en 2016, en réalité, il y a eu des choses. Non, c'est pas, en fait... D'une certaine manière. Non, du tout. Il continue de jouer avec les émotions des Gabonais. Regardez le jeu d'Alain Claude. Lorsqu'il y a eu le dialogue, l'élément qu'il mettait devant, il faut qu'on mette en place une commission justice, vérité, réconciliation. Pourquoi? Parce que c'était ce que nous tous, on demandait. Moi, j'avais demandé, je militais pour la mise en place d'une commission justice, vérité et réconciliation. Et ça fait partie de mon combat dans le cadre également de la Constitution. Au sein de la Constitution, pour en faire un organe permanent, pour pouvoir rétablir la vérité sur tous les événements qui ne partent pas seulement de 2016. On a les événements de 64 avec le lieutenant Mombo qui avait conduit le tout premier coup d'État. On a les Germain-Ba dont on n'a pas retrouvé les corps. On a les Rinjambé qui ont été tués, dont la justice n'a toujours pas été faite. Dans ce bureau, j'avais reçu son fils. Donc, tout cela également mérite réparation. Et c'est pourquoi moi, je militais pour la constitutionnalisation d'une commission justice, vérité, réconciliation. Lui n'a fait que surfer sur ça. Mais les Gabonais n'ont pas attendu un Billy Binze pour demander une commission justice, vérité, réconciliation. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas attendu. Voilà, mais comme il a senti que... Parce que c'est ça le politique. Lui, c'était un art en matière de communication, c'est un professionnel. Il sent que le pool va dans ce sens, lui vient, il s'agrippe dessus. Bon, quand on a fini le dialogue, vous avez encore entendu Alain Claude Billy Binze parler de ça? Non. Il vient, il rebondit. Il rebondit sur quoi? Les critères d'éligibilité. Parce que c'est ce qui fait débat. Donc, il vient, il se positionne dessus pour se refaire une virginité. Quand demain, ce sera un autre sujet, si on dit demain, ce sont les chaussures d'Oligui qu'il faut qu'ils changent, vous allez voir, Billy Binze va revenir rebondir dessus pour dire oui, il faut que les chaussures d'Oligui soient maintenant vert, jaune, bleu, pour montrer son patriotisme. C'est son travail. C'est l'art de la communication. Moi, je les suis beaucoup. On les appelle les spin doctors. Les Jean-Pierre Raffarin, ils sont nombreux. Ce sont des stratèges politiques. C'est un travail. Obama n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Derrière, il y a des spin doctors. Leur travail, c'est justement d'analyser les faits politiques, de vous bâtir une image, de jouer sur la communication pour vous positionner à un certain niveau. C'est un métier qui est peu connu parce qu'il est assez vicieux, le métier de spin doctor, mais c'est ça le travail. Et Alain Claude Billy Binze, pour moi, est l'un des meilleurs spin doctors au Gabon. C'est un art... Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, en termes politiques. Je mais parle c'est bien vicieux, dans le domaine politique. Bon, dans le domaine politique, voilà, c'est son art. Il joue parfaitement son rôle. Et ceux qui sont émotifs vont suivre ce dernier là-dedans. Et bonne chance à eux. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous,
pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Très chers internautes, vous nous suivez dans votre télévision Alpha TV, dans le cadre de votre émission Tête à Tête. Ici, nous recevons l'honorable Fumbola dans le cadre justement de l'actualité brûlante avec la constituante qui s'est déroulée à la Maison du Peuple du 12 au 22 septembre 2024. Alors de retour, nous poursuivons justement avec ces travaux et qui se sont achevés, on va dire, dimanche 22 septembre. Quelle sera justement la suite de ces travaux qui vous ont amené à pouvoir justement un peu décrypter cet avant-projet? D'accord. Donc après l'adoption du rapport par les membres de la constituante, ce rapport sera transmis au président de la transition par le bureau de la constituante qui est présidé par Jean-François Ndongo, le président de l'Assemblée nationale de la transition, et avec pour premier vice-président Madame Paulette Missambo qui est la présidente du Sénat. Une fois ce rapport transmis au président de la transition, le président de la transition va envoyer à l'examen final l'avant-projet et le rapport contenant les propositions d'amendement de la constituante. Il va envoyer ces éléments auprès du CETRI et du gouvernement. Donc là-bas, il y aura une commission CETRI-gouvernement, laquelle commission va justement examiner en dernier ressort l'avant-projet en tenant compte ou non des avis formulés par les parlementaires. Et de cet examen, le CETRI et le gouvernement, qui sont les seuls à avoir le pouvoir d'amendement, la constituante n'a que le pouvoir de proposer des amendements. Mais ceux qui amendent, c'est le CETRI et le gouvernement. Une fois que le CTRI et le gouvernement ont fini leur examen sur la base de la consultation des deux documents dont j'ai parlé, l'avant-projet et le rapport des avis motivés de la constituante, ils vont produire à leur tour la dernière monture de l'avant-projet. Et cette monture sera envoyée donc au Conseil des ministres qui va l'adopter. Et c'est une fois que la monture de l'avant-projet est adoptée que cette monture devient un projet de loi, donc un projet de constitution. Et c'est dès l'instant qu'il est devenu projet de constitution qu'il peut maintenant être rendu public afin que la population puisse le consulter dans l'attente de la date du référendum. Donc jusqu'à l'adoption du projet de l'avant-projet de constitution au Conseil des ministres, nous sommes toujours dans l'examen de l'avant-projet et on ne peut pas rendre accessible un document qui n'est pas finalisé. C'est pour cela que ce document n'est pas rendu public, pas parce qu'il faut cacher des choses, non, mais parce que c'est un document qui n'est pas finalisé. Voilà, c'est le processus. Le processus suit son cours. Le document qui sera rendu public, c'est celui qui sera finalisé, c'est le projet de constitution. Mais est-ce que cet arbitrage du gouvernement, ce featuring-là, vraiment ne remet pas en cause le critère d'impartialité par rapport justement à... Ben, on partage cela, parce que c'est vrai que ça fait un peu tâche. Ça fait tâche. L'idéal aurait été peut-être de donner les pouvoirs à la constituante d'amender l'avant-projet de constitution de façon à ce qu'il ne reste plus qu'au gouvernement de l'adopter en Conseil des ministres avant de le soumettre au référendum. Mais bon, c'est la méthodologie arrêtée et choisie par les autorités de transition. Ce sont eux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui ont la décision, qui ont l'orientation. On aurait souhaité, en ce qui me concerne, moi, que les choses se fassent autrement, que le Parlement réuni en constituante propose justement cet avant-projet de constitution, mais les choses étant, on va observer la suite. Honorable, au quartier, il y a des bruits qui courent, c'est-à-dire lors des travaux, justement, il se dit que les députés, sinon ceux qui ont composé la constituante, auraient reçu, on va dire, des mallettes de sang pour pouvoir justement mener ces travaux. Est-ce que vous confirmez? Bon, ça c'est maintenant... Moi, j'ai lu quelque part qu'on a reçu 10 millions ou 20 millions. C'est exact, ce sont les bruits qui courent, justement. Non, mais en fait, arrêtons, les gens sont dans un fantasme qui ne dit pas son nom. Il faut qu'on arrête. Les travaux de la constituante
se sont faites conformément au règlement que nous avons adopté. Le règlement définissait la méthodologie pour l'adoption des textes, mais également régissait les rapports qui sont les nôtres. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des distributions de mallettes d'argent? À ma connaissance, peut-être que là où les gens partent chercher l'argent, ils ont un autre endroit. Moi, je ne suis pas politique, je suis acteur civique. Donc, s'il y a des distributions d'argent, je ne pense pas qu'on va appeler ma personne pour me dire, retrouve-moi à tel endroit, derrière le bananier, chez le boutiquier, pour venir prendre ta part. Peut-être que certains l'ont reçu, mais moi, à ma connaissance, non. Dans le cadre du travail qui régit nos activités, ce travail-là a été fait conformément aux procédures que j'ai trouvées ici. Mais je ne pense pas que lorsqu'on était au vote pour statuer sur un article, on interrompait les travaux et les gens rentraient avec des caisses d'argent pour dire avant de voter, prenez 20 millions, et vous votez pour, et puis prenez... Non, il faut qu'on sorte de ce fantasme-là, de ces considérations. Bon, rien n'est exclu parce qu'on est en politique. Il y a des canaux officieux, il y a des canaux non officieux. Mais moi, je m'exprime parce que je n'emploie que la voie officielle. Et la voie officielle que j'emploie est celle qui est encadrée par le règlement qui est le nôtre. Maintenant, si les choses se sont passées en dehors de cette maison, et les gens se sont retrouvés dans des maisons, ou bien, je ne sais pas, chez des boutiquiers pour prendre 1 franc, 2 francs, ça c'est leur problème. Moi, je ne m'occupe pas de ça, mais je ne peux pas confirmer ces situations-là. Moi, je m'appuie sur ce que j'ai vu et la façon dont j'ai travaillé. Ok. Compte tenu de la dictature du temps en télé, nous allons chuter avec votre mot en guise de conclusion pour la fin de notre émission sur le bilan que l'on peut faire de la transition selon votre regard. Mais déjà, merci à Alpha TV pour l'opportunité que vous me donnez. Comme je l'ai dit au bout d'une année, et je l'avais déjà dit, pour moi, le bilan, il est mitigé. Il est mitigé en ce sens que, du point de vue de tout ce qui est projet, urgence sociale, route, tout ça, il y a une évolution et ça, personne ne peut le remettre en cause. Mais sur le principe de la restauration des institutions, de tout ce qui est restauration des mentalités, restauration des valeurs, il y a encore beaucoup de travail à faire. Or, le gros de la situation de notre pays se trouve à ce niveau. Il y a encore une forte propension à maintenir les mêmes comportements dans la gouvernance du pays. Ceux à qui le CETRI a donné une parcelle de pouvoir semblent n'avoir pas tiré les enseignements du système déchu. On a des concours qui sont toujours aussi contestés, avec des éléments probants à l'appui. Je reçois dans ce bureau plein d'entrepreneurs qui se sentent toujours marginalisés dans le cadre de l'attribution des marchés, qui se plaignent du fait que c'est plus des expatriés et autres qui en bénéficient, notamment dans le milieu des BTP et autres. On a des populations qui ne semblent pas comprendre que quand on parle de restauration des institutions, elles sont aussi impliquées par leur façon d'agir en tant que population. Les comportements ne semblent pas avoir évolué, on le voit. On voit toujours les mêmes qui sont là en train de créer des petits mouvements, des petits groupes pour encenser, descendant des quartiers, ainsi de suite. On voit des gens mener des campagnes, oui au référendum, alors que la campagne n'est pas ouverte, parce qu'il faut chercher à courtiser, montrer aux autorités de transition que nous sommes des soutiens indéfectibles, comme c'était le cas sous Ali Bongo Ondimba. Donc de ce côté, je ne ressens vraiment pas de changement et d'évolution. Il y a un changement du point de vue infrastructurel. Le Gabon est en chantier. Il faut être aveugle. Même l'aveugle va le reconnaître que le pays est en chantier. Mais en matière de mentalité, en matière de comportement, les choses n'ont pas évolué. Or, c'est là-bas où il faut mettre le point. C'est là-bas où il faut mettre le doigt de façon à ce que notre pays puisse connaître une véritable restauration de nos mentalités et par conséquent de nos institutions. C'est pour ça que je disais que pour moi, le bilan, il est mitigé. On s'investit beaucoup sur les infrastructures. C'est pas mauvais, mais on ne travaille pas suffisamment
sur l'homme. On n'assiste pas suffisamment l'homme. Il y a des priorités infrastructurelles, mais il faut aussi qu'on maintienne qu'il y a des priorités d'ordre social. On a les épargnants de Post-Banque, bientôt au bout d'une année de la transition, les pauvres sont toujours en attente. Ce sont aussi des priorités, ils sont plus de 100 000, ce sont des compatriotes. Donc, il y a tout ça, je pense, sur quoi nous devons vraiment nous investir. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est que le bilan reste... Il est mitigé pour moi. Et que beaucoup reste à faire. Surtout sur la gouvernance, les mentalités, la restauration des institutions. C'est un chantier qui est encore tout entier. Il faut qu'on l'entame le plus tôt possible. Merci beaucoup, Honora, de nous avoir accordé de votre temps pour pouvoir justement débattre de cette question de la constituante qui a fait l'objet des travaux du 12, on va dire au 22 septembre 2024. Donc, très chers internautes, vous avez été édifiés ici justement sur cette question. Merci d'avoir été de nôtres. Nous vous retrouverons jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.